Bonjour à tous, donc nous allons traiter l'exercice 3 de la fiche 8 dans lequel on a deux charges, Q1 et Q2, qui sont disposées, donc on va pouvoir le voir, selon le schéma suivant. Donc je vais dessiner le schéma. On a deux charges Q1 et Q2 sur l'axe OY et un point M sur l'axe OX ayant la coordonnée petit x. Et on veut tout d'abord dans une première question regarder quel va être calculer le potentiel au point M. Alors on sait que le potentiel est une grandeur scalaire, donc on aura le potentiel d'une part créé par la charge Q1 et le potentiel créé par la charge Q2. Si je reviens aux formules classiques d'électrostatique, on va pouvoir écrire que le potentiel créé par la charge Q1 au point M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 que divise la distance D1. De la même manière, Q2 au point M sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2 que divise D2. Donc maintenant, si on veut le potentiel au point M, eh bien ce sera simplement la somme de ces deux potentiels, V de Q1 plus V de Q2 au point M. Alors on peut remarquer que D1, à partir du théorème de Pythagore, tout comme D2, est égal à la racine carrée de x carré plus a carré. Donc si on remplace, on va avoir finalement que le potentiel au point M sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 plus Q2 sur la racine carrée de x carré plus a carré. Donc aucune difficulté, toute charge va créer autour d'elle un champ et va créer donc une variation de potentiel dans l'espace. Donc le calcul du potentiel est tout à fait classique, il n'y a pas de difficulté. Maintenant on veut calculer le champ E au point M. On voit tout de suite que c'est une grandeur vectorielle, donc on va repartir de la définition du champ en utilisant une première méthode. La première méthode consiste à dire que le champ créé par la charge Q1 au point M sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par Q1 que divise bien, la distance, alors le vecteur qui part de Q1 et qui va jusqu'à M, et j'en prends, c'est-à-dire la D1 au carré, multiplié par un vecteur unitaire, puisqu'il va falloir l'orienter, qui sera orienté de Q1 vers M. Donc, je vais mettre ce... Alors là, j'ai pas mis la norme encore en dessous, mais je vais tracer ce vecteur E de Q1 sur la figure. Et bien évidemment, pour l'orienter, je serai obligé de rentrer un vecteur unitaire que je vais appeler petit u. Et on voit que le petit u que je rajoute sur ma figure, qui me permet d'orienter l'axe de Q1 vers M, eh bien, sera collinéaire avec E de Q1. Alors là, je trace E de Q2, puisqu'il en sera de même pour E de Q2, mais son orientation, on ira de Q2 vers M, donc j'en profite pour immédiatement tracer sur la figure E de Q2. Bien sûr, ici, c'est pas simplement Q1M, il va falloir donc que je prenne bien un vecteur unitaire, et je vais le modifier dans quelques secondes. Et donc on va déterminer les coordonnées
du vecteur petit u, donc je vais tout préciser, donc c'est bien Q1 de M sur la norme de Q1 de M pour avoir un vecteur unitaire, et on va déterminer les coordonnées de ce vecteur unitaire dans le système d'axes OX, OY. Donc c'est pour ça que je pose petit u est égal à Q1M sur la norme de Q1M. Et donc je vais déterminer les coordonnées de petit u. On voit que si je projette petit u sur l'axe OX et sur l'axe OY, j'ai besoin de l'angle θ qui sépare petit u et l'axe horizontal OX. Et donc c'est cet angle que je vais utiliser. Donc, on va rajouter ce θ sur la figure immédiatement. On voit qu'avec les angles alternes internes, θ est également présent de l'autre côté, du côté entre D1 et EX, là, et l'axe OX. Et donc je vais avoir que U, si je projette le petit u sur l'axe OX, eh bien, il faut que je fasse le cosinus de l'angle θ, E de x. Et si je veux avoir les coordonnées de petit u, eh bien ce sera moins sinus θ, E de y. Au passage, comme on a vu que l'angle θ apparaît aussi de l'autre côté, entre D1 et OX, cosinus θ, on peut voir que ça va être petit x divisé par D1, et sinus θ sera égal à petit a divisé par D1. On va donc pouvoir utiliser ces notations-là pour pouvoir remplacer dans l'expression du champ E de Q1 le vecteur Q1M sur norme de Q1M et exprimer E de Q1 dans le système d'axes OX, OY. Donc E de Q1M sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur D1 au carré, que je peux écrire sous la forme x carré plus a carré, que multiplie, petit u je le remplace, par cosinus θ e de x, c'est-à-dire x sur d1 e de x, moins a sur d1 e de y. Donc c'est ce que je suis en train de faire en remplaçant maintenant le calcul dans le calcul et en complétant par petit d1 qui est la racine carrée de x carré plus a carré, je vois apparaître l'expression de E de Q1 dans le système d'axes EX, EY. Et je vais bientôt monter la feuille afin que vous voyez le résultat. On s'aperçoit que E de Q1 de M est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1x sur x carré plus a carré 3 demi E de x, moins 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1a x carré plus a carré à la puissance 3 demi EY. Alors de même, on va pouvoir continuer avec l'expression de E de Q2 pour la charge Q2. Et qu'est-ce qui va varier? Ce sera le signe de la composante selon EY. Et on aura donc E de Q2 de M qui sera de la même manière 1 sur 4 pi epsilon 0, Q2 sur
x carré plus a carré, donc q2 sur x carré plus a carré, que multiplie x sur d e de x plus et non pas moins à ce coup-là, donc plus a sur d1 e de y. Alors, on voit que le signe plus provient du fait que le vecteur e de q2 est dirigé vers le haut, hein, donc la composante selon EY sera verticale vers le haut, donc on a bien un signe plus ici. Donc si on réécrit E de Q2 en remplaçant les expressions de petit d, hein, c'est-à-dire de D1 ou de D2, qui sont égales, donc petit d c'est la racine carrée de x carré plus a carré, que multiplie x carré plus a carré, ça va nous faire des x carré plus a carré à la puissance 3 demi. Donc on retrouve le 1 sur 4 pi epsilon 0 q2 x sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi, e de x, plus q de a sur le même dénominateur, x carré plus a carré à la puissance 3 demi, EY. Alors, on peut remarquer immédiatement qu'on a E de Q1 et E de Q2, ce qui nous permettra de calculer le champ total E, qui sera la somme des E de Q1 et des E de Q2. Donc là, on est arrivé à avoir E de Q1, E de Q2. Hein, on a considéré sur notre figure, bien sûr, que Q1 était supérieur à Q2. Par contre, dans ce calcul, on peut remarquer que Q1 n'était pas forcément égal à Q2, hein, contrairement à ce qui était précisé dans l'énoncé. Ce calcul est général, quelle que soit la valeur de Q1 ou de Q2. Donc là, cette première méthode, on part de la définition finalement du champ, et on va projeter le champ dans le système d'axes EX, EY. Alors il y a beaucoup d'exercices dans lesquels on utilisera une méthode, on vous demandera d'utiliser une relation qui est la relation E est égal à moins gradient de V. Donc là je vais passer un peu de temps, et ce sera la méthode 2 que je vais vous exposer dans la suite. On passera un peu de temps là à expliquer ce que ça veut dire. Donc méthode 2, c'est à partir du potentiel pouvoir obtenir le champ. Alors là je vais faire une présentation assez générale afin de bien comprendre les dangers d'une application directe en utilisant la formule du potentiel. Alors, si je considère une charge Q, eh bien, tout autour d'elle, elle va créer un potentiel dans l'espace qui varie en 1 sur x. Hein. On l'a vu, ou en 1 sur r, si r est la distance entre un point M extérieur de l'espace et la charge. Donc elle crée un potentiel. La variation de ce potentiel va exister dans tout l'espace. Et le potentiel, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la charge, va diminuer et va varier. Et c'est cette variation de potentiel qui fait que, eh bien, il existe un champ E dans l'espace. Alors on va le noter. On va le réexpliquer en se basant
sur un exemple qui est le suivant. Alors l'explication qui permet de bien comprendre, enfin à mon avis d'avoir une vision un peu plus claire des choses, c'est que si je considère Q1 une charge et Q2 une autre charge dans l'espace, eh bien autour de Q1, il va exister quelque chose, une grandeur, qui va agir sur Q2. Et on sait qu'il va y avoir une force qui va agir sur Q2. Q1 a une influence sur Q2. Donc cette grandeur créée par Q1 et qui agit sur Q2, on peut remarquer eh bien, que la force qui est créée a un certain sens, a une certaine direction. Donc l'influence de Q1 sur Q2 fait qu'on a une force qui a un sens, une direction, et ça existe dans tout l'espace. Donc c'est ce que je note maintenant. Donc cette grandeur, elle a un sens et une direction, et c'est ce que, finalement, on aura un vecteur qui va caractériser cette grandeur. Alors on peut remarquer de plus que l'interaction entre les deux charges se fait à distance. Donc la grandeur est un vecteur, et la grandeur agit dans tout l'espace, tout autour de Q1, et sur n'importe quelle charge, pour créer une force finalement qui va agir sur cette charge. Alors on peut bien évidemment donner un nom à cette grandeur, et on va l'appeler le champ électrostatique. En résumé, Q1 crée une grandeur dans l'espace qui agit à distance sur Q2. Cette grandeur est orientée à une certaine intensité, et on va l'appeler le champ électrostatique, E. Et ainsi, on va pouvoir dire que la force de Q1 sur Q2 est égale à Q2 E de Q1, et c'est bien E de Q1 puisque c'est Q1 qui crée le champ qui agit sur Q2. Alors on va noter tout ça sur la figure. Ce champ, il va être orienté. Alors là, quelque part, je suppose que Q1 est positive et Q2 est positive. Si le champ est orienté dans ce sens-là, donc j'ai une certaine force, et ça c'est dû au fait que Q2 qui est positive subit le champ créé par Q1. Alors, on va le voir par la suite. En plus, ce champ, on peut voir qu'il correspond à une variation de potentiel électrique, c'est-à-dire il existe une tension dans l'espace présente autour de la charge, donc à une variation de potentiel dans l'espace. Et
on utilise une notation mathématique qu'on appelle le gradient. Le gradient, c'est pour dire on a une variation dans chaque direction de l'espace d'une grandeur. On voit que c'est une grandeur vectorielle. Donc, évidemment, si je l'écris en coordonnées cartésiennes, eh bien, moins gradient de V va s'écrire comme moins d de V sur dx. Alors là, on a des d ronds pour dire que ce sont des dérivées partielles. C'est comment V varie selon x. Mais finalement, c'est ni plus ni moins de faire une dérivée avec x étant la variable. dv sur dy, dvz, ez. Qu'est-ce que cela signifie? Le dv sur dx, c'est comment le potentiel varie quand x varie, et ça selon la direction EX. De même, dv sur dy, c'est comment le potentiel varie dans la direction Y. dv sur dz, c'est comment le potentiel varie selon dz. Donc on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste un opérateur mathématique pour dire comment varie la grandeur selon x, y et z. On va maintenant donc reprendre le calcul et considérer un cas assez général d'une charge Q située en un point d'un plan et qui a pour coordonnées xq, yq. Donc, je vais faire le dessin de cette situation. Donc je trace l'axe OY, l'axe OX, je place mon point Q dans le plan, de coordonnées XQ et YQ, donc YQ, XQ, et je vais considérer un point M, quelconque dans le plan, de coordonnées XM, YM. De sorte que je peux tracer le vecteur entre Q et M, qui sera le vecteur un grand QM si je considère que la charge est au point grand Q. Donc voilà ce vecteur, et allez, je l'appelle, je dis que la charge est au point grand Q, et que c'est le vecteur QM. On peut alors calculer le potentiel et donner l'expression du potentiel. Et le potentiel créé par la charge Q au point M, eh bien, sera donc égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur la norme de QM, soit encore 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur la racine carrée de la norme du vecteur, donc de xm moins xq au carré, c'est coordonnées de l'extrémité moins coordonnées de l'origine, donc au carré, plus ym moins yq, le tout au carré. Donc je complète ma racine, ma fraction, et puis je vous reprécise que le vecteur qm, eh bien, c'est R avec pour coordonnées
xm moins xq et ym moins yq. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter grand X, xm moins xq, et grand Y, ym moins yq. Et donc qm aura pour coordonnées grand X, grand Y. Bon, ben maintenant, on va pouvoir calculer le champ EM. Et on sait qu'on va utiliser le gradient, c'est-à-dire la variation du potentiel, vu qu'on a l'expression du potentiel, la variation du potentiel dans tout l'espace. Donc, calcul du champ EM. Alors ici, on n'aura que deux coordonnées, donc évidemment le gradient ne comprendra que deux composantes. Donc EM égale à moins gradient de V sera égal à moins, entre parenthèses, dV sur d de grand X. C'est comment le potentiel varie si je fais varier, eh bien, QM, donc grand X, E de X, plus dV sur d de Y, E de Y. Il me reste à calculer dV sur dx, et après dV sur dy. Alors, dV sur dx, on considère que x est la variable et que tous les autres termes sont considérés comme étant constants. Je vais réécrire le potentiel. On sait que VQ de M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Q que divise la racine carrée de grand X au carré plus grand Y au carré. On va donc regarder la variation de V quand X varie, dV sur dx. Bon, bah Q sur 4pi epsilon 0 étant une constante, je peux le sortir de la dérivée, ce que je vais faire immédiatement. Et on doit dériver par rapport à x. Alors j'aurais dû mettre des dés ronds, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Donc d sur dx de 1 sur racine carrée de x carré plus y carré. Bon, je le réécris en faisant apparaître 1 sur la racine comme étant x carré plus y carré à la puissance moins 1 demi. Et je vais faire la dérivée. Donc on peut le réécrire comme q sur 4pi epsilon 0, que multiplie, eh bien je dérive le terme, donc ça va me donner moins 1 demi de x au carré plus y au carré à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi. Et il ne faut pas que j'oublie de multiplier par la dérivée de x carré qui est 2x. Et donc finalement, je vais obtenir, eh bien les deux se simplifient, donc on a moins q sur 4pi epsilon 0, facteur de grand X, que divx x au carré plus grand Y au carré à la puissance 3 demi. Et j'ai oublié le grand X en haut.
Ça y est, on a su calculer dv sur dx. Alors de même, on fait la même chose avec dv sur d2y. Mais finalement, le calcul est complètement similaire. Donc on va obtenir que dv sur dy sera égal à moins q grand Y sur 4pi epsilon 0 x carré plus y carré à la puissance 3 demi. Et donc, on peut finalement écrire E de Q en M comme étant la somme des deux termes précédents, c'est-à-dire E de Q1, E de Q, c'est-à-dire la composante selon X et la composante selon Y. Donc j'ai réécrit le E au point M comme étant le Q sur 4pi epsilon 0, la composante selon X, EX, donc le moins gradient de V, donc le moins QX devient plus QX sur X carré plus Y carré à la puissance 3 demi, plus grand Y de Y sur X carré plus Y carré à la puissance 3 demi. Hein, vu que E égale à moins gradient de V, les signes moins que j'avais pour les dérivés deviennent des plus. Et ça y est, j'ai l'expression de mon champ. On va donc maintenant pouvoir remplacer, faire apparaître grand X et grand Y par les expressions de départ pour avoir une expression qui dépend des coordonnées du point M et du point Q. Alors ça fait une grosse expression que je n'ai pas simplifiée, j'aurais pu simplifier les dénominateurs, mais je remplace grand X et grand Y par leur expression xm moins xq et ym moins yq, ce qui me donne finalement l'expression du champ, du vecteur champ, et j'ai oublié la flèche, pour une charge Q en XQ, YQ et un point M positionné en XM, YM. Ce qui fait que maintenant j'ai une expression générale, j'aurais juste à utiliser les coordonnées de Q et les coordonnées de M pour avoir le champ créé par la charge Q au point M. C'est ce que je vais faire dans la suite. Donc, la composante selon X, et je réécris maintenant la composante selon Y. Donc maintenant, je reviens à mon exercice et je vais considérer la charge Q1 qui est sur l'axe OY. Donc on a x égale à 0 et y égale petit a pour Q1. Quant au point M, on sait que M est pour coordonnées x0. Si je remplace tout ça dans l'expression au-dessus, on voit que E de Q1 sera égal à Q1 sur 4pi epsilon 0. X, alors facteur de, je peux le mettre en facteur, de petit x EX sur x carré. Alors allez, on va le mettre. Sur donc
x carré plus a carré à la puissance 3 demi. Moins, puisqu'ym est égal à 0, moins yq qui est égal à a, donc moins aey sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi. Et ça y est, j'ai trouvé l'expression du champ E de Q1. Si on considère maintenant la charge Q2, qui a pour coordonnées 0 moins a, et le point M, qui est toujours pour coordonnées x0, je le remplace dans la formule ci-dessus, et je vais trouver E de Q2. Donc maintenant, je vais écrire son expression, et on voit bien que le signe moins que j'avais précédemment devient un signe plus. Et on va bien retrouver les expressions qu'on avait trouvées précédemment en faisant la projection vectorielle des vecteurs, du vecteur unitaire sur l'axe OX. Donc on retrouve les mêmes expressions, ce qui est rassurant quand même que y moins gradient de B fonctionne. Donc je réécris la deuxième composante qui sera plus A, EY sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi. Et ça y est, on a retrouvé E de Q1 et E de Q2. Alors si j'ai fait tout ça, c'est quand même qu'il faut faire super attention, parce que si on était parti de la définition du potentiel, et je vais la renoter, on avait V au point M bien sûr, qui était égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 plus Q2 sur la racine carrée de x carré plus a carré. Bien, aussi bien la variation dv sur dx nous aurait donné la composante selon ce x, et dv sur dy, on aurait dit a est constant, donc dv sur dy égale à 0, ce qui était faux, puisque finalement, la coordonnée a intervient quand on remplace y, la variable, par petit a, ce qu'on voit dans le calcul que l'on a fait précédemment. Donc on voit bien qu'il ne faut pas aller trop vite quand on fait les calculs, et se méfier. Donc c'est pas sans danger. On voit bien que V dans ce cas-là, et c'est ce qu'on va voir quand je vais remonter ma feuille, V dépend de x, mais dépend aussi de y, et c'est caché finalement, entre guillemets, dans le petit a dans la formule au-dessus. Donc quand on dérive, il faudrait dériver par rapport à petit a qui correspond au cas où petit y est égal à a. Et c'est pour ça que j'ai fait tout le calcul précédemment, tel que je vous l'ai montré, pour bien vous convaincre qu'en fait, le petit a n'est ni plus ni moins le cas où petit y, la coordonnée y, eh bien, est égal à a. Donc évidemment, dans tous les calculs qu'on a fait précédemment, eh bien, E de M va être, d'après le principe de superposition, la somme vectorielle de E de Q1 au point M et de E de Q2 au point M, ce que je réécris maintenant.
Alors bien évidemment, on nous demandait les champs au point M, on nous les demandait aussi au point M'. Donc très rapidement, en utilisant la formule qu'on avait en haut de la page, qu'on avait établie pour le cas général, on se placera dans le cas où on est au point M'. Donc si Q1 est en 0A, Q2 en 0 moins A et M' en 0Y, eh bien on va utiliser la formule du dessus et on rétablit E de Q1 et E de Q2 et finalement E de M'. Donc voilà, je vous note de Q1 de M'. Donc on voit que la première coordonnée selon EX sera nulle, puis ce XM' moins XQ, les deux XM' et XQ sont nuls. Donc on aura une composante qui sera nulle selon EX. Et la composante selon Y, ce sera Y moins A. C'est YM' moins YQ, donc Y moins A, que divise, eh bien, on avait un Y moins A. Alors c'était à la puissance 3 demi. Donc je l'ai écrit comme Y moins A fois la racine de Y moins A pour faire du 3 demi, pour bien montrer que les Y moins A vont se simplifier. Alors il manque les carrés, hein. Il y a des carrés au dénominateur, je vais les rajouter après. Donc il y a bien un Y moins A carré, racine de Y moins A au carré. Donc c'est ce que je vérifie, puisque j'ai oublié les carrés. Donc évidemment là c'est pas un demi, hein, ce sera au carré. Donc je vais vérifier tout ça et le corriger. Voilà, histoire d'avoir une expression de E de Q1 de M' correcte. Donc je vais remonter ma feuille et comme ça vous verrez tous la bonne expression pour EQ1 de M'. Voilà, donc j'ai corrigé, on a bien au dénominateur y-a au carré, racine de y-a au carré, ce qui me donne un e de y sur y-a au carré. Et de même pour e de q2, au lieu d'avoir au dénominateur y-a, on aura y plus a au carré, et évidemment, le champ E au point M sera la somme vectorielle de E de Q1 de M' plus E de Q2 M' que l'on vient de calculer.
Donc en conclusion, eh bien, je vais juste noter ce qui se passe dans le cadre de l'exercice, parce que dans le cadre de l'exercice, on a Q1 qui est égal à Q2 qui est égal à Q. Là, moi, j'ai fait un calcul très général où j'ai vraiment les expressions où j'ai pas supposé que Q1 et Q2 étaient égales. Ce qui donne des expressions un peu plus complexes que ce qui est demandé dans l'exercice, mais qui va me permettre de répondre facilement à la question suivante. Donc, je réécris l'expression de E en M. Donc c'est un peu long. On voit que là j'ai une expression générale, plus, allez, Q2A sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi, moins Q1A sur x carré plus a carré 3 demi, et ça c'est pour la composante EY. Donc on va se placer dans le cadre où Q1 est égal à Q2 est égal à Q. On voit que la composante selon EY va disparaître. Ce que l'on pouvait s'attendre d'après la figure que j'avais fait au départ, puisque la somme des deux vecteurs de Q1 et de Q2 devait nous donner un vecteur horizontal selon l'axe OX, donc E de M, et 1 sur 4 pi epsilon 0, 2qx sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi, E de x. De même, on peut faire la même chose en M' et E de M' sera égal. Alors je vais écrire son expression générale. C'était 1 sur 4 pi epsilon 0 q sur y moins a carré. Plus Q2 donc sur y moins a carré plus Q2 sur y plus a carré, et ça, ce sera selon EY, puisqu'on avait simplement une composante selon Y, et que la composante selon EX s'annulait. Donc maintenant, on va poser que Q1 est égal à Q2 égale à petit q, pour réécrire l'expression du champ EM'. Donc ça va être Q sur 4 pi epsilon 0, 1 moins Y moins A, 1 sur Y moins A au carré, plus 1 sur Y plus A au carré, E de Y. Donc on va pouvoir maintenant répondre à la question petit d, où on nous demandait quel est le comportement du champ EM si Q1 est différent de Q2. Alors que nous, comme on a les expressions générales de EM, qui n'étaient a priori pas demandées dans l'exercice, mais nous on a fait le calcul général, si Q1, la valeur absolue est différente de Q1 est différente de la valeur absolue de Q2, et j'ai oublié la valeur absolue, bon, on voit immédiatement que la composante EY ne sera pas nulle, puisque le terme Q2A sur la
moins Q1A sur x carré plus a carré, l'axe puissance 3 demi est différent de 0. Donc E ne sera pas sur l'axe OX, donc E ne sera pas collinéaire avec EX, mais E va pointer soit vers le haut, et il sera vers le haut si forcément Q2 est supérieur à Q1. Et puis évidemment, vers le bas, si Q2 est inférieur à Q1. Donc ça se tire immédiatement de l'équation que l'on a en haut de cette page. Ça se voit tout de suite. Alors pour EM', c'est pas compliqué. Quel que soit Q1 et Q2, on aura toujours un vecteur qui sera selon EY. Et donc ça ne va rien changer. Pour EM', on aura toujours un champ qui est selon l'axe vertical. Donc on va pouvoir, c'est ce que j'ai noté, procéder, regarder la question suivante. Je vais monter ma feuille. Et dans cette question suivante, on va poser le cas où Q1 est égal à moins Q et Q2 est égal à plus Q. Avec Q supérieur à 0. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a tous les éléments avec ce qu'on a fait précédemment pour répondre à cette question sans refaire de calcul. Pour V2M, on avait que V2M était égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 plus Q2 sur la racine de x carré plus a carré. Donc on voit tout de suite que, comme j'ai du Q1 plus Q2, moins Q plus Q, ça va me donner 0. Donc on a un potentiel qui est nul au point M. Ce qui veut dire que dans le plan qui sépare plus Q et moins Q, le plan entre les deux charges perpendiculaires au plan qui contient les charges, le potentiel sera nul. Et EM, le champ, lui, il doit être perpendiculaire à ce plan, et c'est ce que l'on voit quand on remplace moins Q et plus Q dans l'équation du haut qu'on avait en haut de la page, puisqu'on aura EM qui sera égal à, on aura le Q1 qui sera égal à QA sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi. Et puis, si j'ai moins Q, ce sera moins QA sur la même chose. Et ça, selon la direction EY. Donc on voit qu'on a deux fois le même terme entre les parenthèses, entre les crochets. Donc on peut réécrire EM sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0, facteur de 2QA sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi, E de Y. Donc
le potentiel entre les deux charges dans le plan au milieu entre les deux charges va être nul et le champ sera perpendiculaire au plan. Si on se place en M', on peut faire le calcul de la même manière pour trouver eh bien, V de M', et par la suite E de M'. Donc c'est l'ensemble de ce calcul que je fais maintenant. Donc on avait du Q1 sur Y moins A sur Q2 Y plus A. Et puis je remplace par moins Q et plus Q. Bon, et puis par la suite, je vais mettre ça au même dénominateur et simplifier. Donc je réécris en simplifiant l'expression de Vm'. Et je vais procéder de la même manière pour Em' en remplaçant Q1 et Q2 par leur expression moins Q et plus Q, ce qui me donnera un champ Em' selon EY. Voilà, j'écris le champ Em'. Et je pourrais ainsi passer à la question petit f. Donc je vais avoir tout d'abord à la place de Q1, je mets moins Q. Et à la place de Q2, je mets plus Q. Donc sur Y plus A au carré, EY. Et puis elle ne simplifie pas plus, ça suffit. On a l'expression de M'. Donc passons à la question petit f, où on va placer une charge Q3 bien, dans le plan finalement situé dans le plan médian entre les deux charges Q, moins Q et plus Q. Donc j'ai moins Q sur l'axe Y, j'ai plus Q donc vers le bas en moins A, toujours sur l'axe Y, et je me place dans le plan médian. On sait que le potentiel dans ce plan médian est nul, et que le champ EM est perpendiculaire à ce plan. Donc si je trace, et on va tracer immédiatement E de plus Q et E de moins Q, mais on le fera un peu après, mais on peut écrire tout de suite que la force de la charge Q1 sur Q3, c'est Q3E de Q1 de M. De même, la charge de Q2, donc de plus Q, sur Q3, c'est Q3E de Q2 de M. Donc
où j'ai pris Q1 est égal à moins Q et Q2 égal à plus Q. Et finalement, la force résultante sur Q3, eh bien, c'est la somme vectorielle des forces que j'ai obtenues précédemment. Donc on voit que finalement, quand je vais faire la somme des forces, eh bien, ça me fera Q3 E de Q1 plus E de Q2, et finalement, ce sera la force que multiplie le champ au point M, ce qui me permet de remplacer directement que la force, et là j'ai fait une erreur de notation, pardon, là j'ai fait une petite erreur, on pourra dire directement que la force totale, et pas la force de 1, 3, donc c'est là où je fais par la suite une petite erreur. Donc je corrige ça, et c'est pas la force de 1, 3, mais c'est la force que subit finalement la charge Q3, et pas 1, 3, doit être égal à Q3 facteur du champ de E au point M, soit encore, et je vais en écrire son expression, puisque je l'ai calculé auparavant, ce sera 2QQ3A sur x carré plus a carré à la puissance 3 demi, et ceci selon EY. Donc je vais tracer les vecteurs sur la figure. On va faire le tracé pour bien se persuader que la force est selon EY. J'ai le champ créé par la charge plus Q qui va de Q vers M. Le champ créé par la charge de moins Q qui va de M vers la charge moins Q. La somme des deux vecteurs va me donner un vecteur qui est la somme de celui-là et celui-ci, va me donner un vecteur qui sera vertical vers le haut. Et qui sera EM. Et donc, comme la force est égale à Q3 EM, on voit bien que la force sera selon EY, donc ce qui est bien vérifié sur la figure. Dernière question G, on me demandait quelle était l'énergie potentielle de cette charge Q3. Et on avait vu dans l'exercice 1 de la fiche 8 que l'énergie potentielle d'une charge Q, donc que j'avais noté U de Q, c'est égal à Q, cette charge, multiplié par V, le potentiel que subit cette charge. En tout cas, le potentiel au point où se trouve la charge, plus une constante. Donc on réutilise cette expression que nous avions démontrée auparavant pour montrer que U de Q3 serait égal à Q3VM, du potentiel au point M, plus une constante, et c'est ce que vous allez découvrir une fois que j'aurai remonté ma page. Voilà, alors donc cet exercice est terminé. Je vous laisse donc travailler tout ça et le refaire par vous-même. On peut aller beaucoup plus vite pour répondre plus directement aux questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon travail, une bonne continuation
en électrostatique.